J'arrive pour surprendre ma famille et j'entends maman me traiter de marionnette stupide, pendant que tous trinquent aux parents stupides qui ont de l'argent. Il rit et planifie le mariage de ma sœur chez moi pour m'escroquer 15K €. J'ai donc changé les serrures sans rien leur dire. Leur visage paniqué valait le coup d'œil, mais ils ne savaient pas ce qui les attendait. C'est ainsi que tout a commencé. Enfin, non. C'est ainsi que tout s'est révélé. Mon nom est Adélie. J'ai 35 ans. Et vendredi dernier, j'ai découvert que les 3 dernières années de ma vie n'étaient qu'une vaste, cruelle et coûteuse mise en scène. Vendredi, 15h. J'étais épuisée. En tant que responsable de la conformité bancaire à Dijon, ma semaine avait été un enfer d'audit et de tableurs. La réunion trimestrielle en visioconférence avec le siège à Paris venait, par miracle, de se terminer avec 1 heure d'avance. Le soleil filtrait à travers les stores de mon bureau. Une impulsion. Au lieu de m'attaquer à une autre pile de dossiers, j'ai éteint mon ordinateur. J'allais les surprendre. Toute ma famille était réunie pour le week-end dans ma maison de campagne, près de Besançon. Mon père Léonce, ma mère Marthe, et ma jeune sœur Violette. J'ai sauté dans ma voiture. Sur le chemin, je me suis arrêtée à la meilleure pâtisserie de Dijon. J'ai acheté une grosse boîte de religieuses, au café et au chocolat. Leur préféré. Le trajet d'1 heure et quart à filer. J'imaginais leur visage. Adélie. Quelle surprise. Tu tombes bien, on allait t'ouvrir une bouteille. Je suis arrivée sur le petit chemin de gravier. Il y avait la vieille Renault de mon père, la petite C3 pimpante de Violette, et 2 autres voitures que je ne reconnaissais pas. Sûrement des amis. Tant mieux, la fête serait plus grande. J'ai pris la boîte de pâtisserie. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. J'ai sorti ma clé, l'insérant doucement dans la serrure pour ne pas faire de bruit. Je voulais l'effet de surprise totale. Je suis entrée dans le couloir. L'odeur familière de cire et de vieille pierre m'a accueillie. J'ai entendu des rires étouffés venant du grand salon. Parfait. Ils étaient tous là. J'ai fait quelques pas sur le parquet qui craquait légèrement. J'ai retenu ma respiration. J'allais crier, surprise. Ma main était levée, la boîte de gâteau en équilibre. Mais une voix m'a clouée sur place. La voix de ma mère. Marthe. Je vous le dis, Adélie est tellement incroyablement stupide. Un rire général a suivi. Un rire gras, moqueur. Pas le rire joyeux d'une réunion de famille. Le sang dans mes veines s'est transformé en glace. La boîte de gâteau semblait peser 1 tonne. Je n'arrivais plus à respirer. Stupide ? Avant de vous raconter la suite, ce que j'ai entendu d'autre dans ce salon, et la leçon de vie qu'ils ont reçue, je veux prendre 1 seconde pour vous saluer. Je suis nouvelle ici, et partager cette histoire est difficile. Mais nécessaire. J'adorerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, ou de quel pays, vous suivez mon histoire. Et quelle heure est-il chez vous ? J'ai l'impression que nous allons passer un moment ensemble. Reprenons. J'étais figée dans ce couloir. J'aurais dû partir. J'aurais dû faire demi-tour, remonter dans ma voiture et pleurer. Mais je suis restée. J'ai écouté. Et ce que j'ai entendu a brisé ma vie en 1000 morceaux. Pour que vous compreniez l'ampleur de la trahison, il faut que je rembobine. Il faut que je vous ramène 3 ans en arrière. Il y a 3 ans, à 32 ans, ma vie a pris un virage serré. Mon divorce avec James venait d'être finalisé. Il n'y a pas eu de drame. Pas de cris, pas de vaisselle cassée, pas de porte qui claque. James et moi, nous nous étions simplement évaporés. Nous étions devenus 2 colocataires polis qui partageaient une connexion Internet. Lui, un ingénieur informatique brillant mais introverti, passait plus de temps avec ses serveurs qu'avec moi. Et moi, je m'étais noyée dans ma carrière à la banque. Un jour, on s'est regardé autour d'un dîner silencieux et on a admis l'évidence. C'était fini. Le divorce a été civilisé. Presque ennuyeux. Nous n'avions pas d'enfants. Le seul véritable point de friction, c'était la maison. Une vieille maison de campagne près de Besançon, dans le Doubs. Ce n'était pas un château, loin de là.
C'était une solide bâtisse en pierre avec un grand jardin sauvage, que les parents de James lui avaient laissé. Elle avait du charme, mais elle avait surtout besoin d'une nouvelle toiture, d'une nouvelle chaudière et d'une isolation digne de ce nom. James la détestait. Il ne jurait que par la fibre optique et la vie urbaine. « Garde-la, Adélie », m'a-t-il dit un soir, en signant les derniers papiers. « Vends-la. Fais-en un feu de joie. Je m'en fiche. Je veux juste l'appartement en ville. » Et donc, cette maison est devenue la mienne. Au début, mon plan était d'une clarté absolue. J'allais la vendre. Immédiatement. J'étais une femme célibataire de 32 ans, fraîchement divorcée. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'une grande maison pleine de courants d'air à 1h15 de mon travail à Dijon. J'avais des projets. Mon travail de responsable de conformité payait bien, j'avais des économies. J'avais repéré un appartement en attique, sous les toits, dans le centre historique de Dijon. Moderne, lumineux, avec une terrasse qui donnait sur les toits de la ville. Mon calcul était simple, la vente de la maison de campagne couvrirait l'intégralité ou presque de l'achat de cet appartement. Pas d'hypothèque. Pas de dette. Une page blanche. Une indépendance financière totale. J'étais excitée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. J'avais un plan. Un plan logique, pratique, et qui ne concernait que moi. J'ai commis l'erreur d'en parler à ma famille. J'ai annoncé mon plan lors du dîner dominical suivant. Je m'attendais à des félicitations. Bravo Adélie, un nouveau départ. Quelle idiote j'étais. La réaction a été immédiate et glaciale. La vendre ? Ma mère, Marthe, a posé sa fourchette. Elle m'a regardé comme si j'avais annoncé vouloir brûler un orphelinat. Mais Adélie, tu ne peux pas. C'est une maison de famille. Ce n'est pas notre famille, maman, ai-je tenté de raisonner, calmement. C'était la famille de James. Et alors, a rétorqué ma jeune sœur, Violette. C'est une maison magnifique. Tu ne peux pas la vendre. On pourrait y passer tous nos week-ends. Ce serait notre lieu de retraite familiale. Violette, 27 ans à l'époque, était community manager indépendante, ce qui signifiait qu'elle passait ses journées à prendre des photos parfaites pour Instagram, mais m'appelait tous les mois pour l'aider à payer ses factures. Mon père, Léonce, un ancien horloger, est resté silencieux. Il a juste poli ses lunettes, regardant sa femme et sa fille monter au créneau. J'ai essayé d'expliquer. La logique. Les finances. Les travaux. L'heure et quart de route. Mon besoin de tourner la page. Mais Marthe n'écoutait pas. Elle avait déjà son propre plan en tête. Et mon plan à moi, mon appartement, mon indépendance, n'en faisait pas partie. Ce dîner dominical s'est transformé en procès. J'étais sur le banc des accusés. Mon crime ? L'égoïsme. Pense à tous les Noëls que nous pourrions y passer, a dit Violette, les yeux brillants. Avec la neige sur les arbres. Pense au barbecue d'été dans le grand jardin. Violette, ai-je dit, en essayant de rester patiente. Je n'ai ni le temps, ni l'argent, ni l'énergie de m'occuper d'une deuxième propriété. La chaudière est en fin de vie. La toiture doit être révisée. Je veux juste un endroit simple à Dijon, près de mon travail. Tu es tellement égoïste, a-t-elle lancé, en jetant sa serviette sur la table. Tu ne penses qu'à toi. Tu as de l'argent, et tu veux juste nous priver de ce seul plaisir. Violette, ça suffit, a dit ma mère. Mais son ton n'était pas un reproche. C'était une manœuvre tactique. Le gentil flic après le méchant flic. Elle s'est levée. Elle a contourné la table et s'est assise à côté de moi. Elle a pris ma main dans les siennes. Ses mains étaient chaudes, mais son regard était d'une intensité calculée. Ma mère, Marthe, avait été infirmière cadre pendant 30 ans à l'hôpital de Besançon. Elle savait gérer les gens. Elle savait inspirer la confiance, la peur, et, son outil préféré, la culpabilité. Adélie, ma chérie, a-t-elle commencé, sa voix soudainement douce, fragile, celle qu'elle prenait quand elle voulait quelque chose. Je comprends. Vraiment. Tu as traversé une épreuve terrible avec ce divorce.
Tu veux juste te simplifier la vie. Je me suis détendue. J'ai failli pleurer de soulagement. Oui, maman. C'est exactement ça. Tu comprends. Bien sûr que je comprends, a-t-elle dit en me caressant la main. Mais, a-t-elle continué, et sa prise s'est légèrement resserrée. Cette maison, ce n'est pas juste des pierres et des poutres. C'est un endroit où notre famille peut enfin se réunir. Ton père et moi, nous ne rajeunissons pas. L'idée d'avoir un havre de paix, loin de la ville, un endroit où, un jour, tes futurs enfants pourraient courir. L'artillerie lourde. La vieillesse. Les enfants inexistants. Maman, je ne peux pas financièrement, ce n'est pas raisonnable. C'est là qu'elle m'a achevé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pas des larmes qui coulent, non. Juste cette lueur brillante de tristesse contenue, ce tremblement dans la lèvre inférieure. Une performance digne d'un Oscar. Fais-le pour moi, ma chérie, a-t-elle murmuré, pour que moi seule l'entende. Ne le fais pas pour Violette, ni pour ton père. Garde-la. Garde-la pour ta vieille mère. Fais-le pour moi. Pour moi. Le marteau de la culpabilité s'est abattu. J'ai regardé mon père, Léonce. Il regardait fixement son assiette de poulet rôti. Il n'a pas dit un mot. Il n'a jamais rien dit. J'ai cédé. Ce soir-là, mon rêve d'appartement en attique, ma terrasse sur les toits de Dijon, mon indépendance financière, tout cela est mort sur la nappe à fleurs de mes parents. J'ai gardé la maison de campagne. Et parce que tout mon capital était désormais immobilisé dans cette maison que je ne voulais pas, je n'ai pas pu acheter l'appartement de mes rêves. À la place, j'ai dû prendre un prêt immobilier. Un prêt lourd, que je n'avais pas prévu, pour acheter un appartement plus petit, plus sombre, dans un quartier correct mais sans charme de Dijon. La première chose que j'ai faite pour la maison de Besançon ? J'ai dépensé 3 000 € de mes propres économies pour installer un système de sécurité complet. Caméra, alarme reliée à une centrale. C'était une maison isolée, après tout. J'étais une femme seule. C'était la chose responsable à faire. La semaine suivante, j'ai donné à ma mère un jeu de clés tout neuf. Pour que tu puisses y aller quand tu veux, maman. Comme tu le voulais. Son sourire était radieux. Tu es la meilleure des filles, Adélie. Tu ne le regretteras pas. Oh, si seulement j'avais su. Je venais de donner les clés du coffre-fort au cambrioleur. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place ? Est-ce que vous auriez cédé, vous aussi, face à votre mère ? Ou suis-je la seule à avoir été aussi faible ? Faible n'est pas le mot juste. Aveugle, non plus. Le mot juste, je le réalise maintenant, c'est complice. Je veux être très claire. Je ne suis pas stupide. Je ne peux pas me cacher derrière ça. Mon travail, responsable de la conformité bancaire, consiste littéralement à ne pas être stupide. Je passe mes journées à lire entre les lignes. Je traque les fraudes, je repère les anomalies, je flaire les mensonges. Je suis payé pour être paranoïaque. Je suis payé pour analyser des transactions de plusieurs millions d'euros et trouver le détail qui cloche. Et je suis doué pour ça. Alors, comment ? Comment cette femme, capable de démanteler un réseau de blanchiment d'argent, a-t-elle pu se faire plumer comme une dinde par sa propre famille ? La réponse est honteuse. Elle est simple, et elle est honteuse. La solitude. Après le départ de James, mon nouvel appartement à Dijon, ce F300 charme que j'avais acheté par dépit, me semblait caverneux et silencieux. Le silence était assourdissant. Mon travail était un refuge, mais un refuge stressant. Je n'avais plus de cercle social. Le nôtre s'était dissous avec le divorce. J'avais des collègues, pas des amis. Et ma famille m'a offert un rôle. La maison de campagne est devenue leur quartier général. Ils y allaient tous les week-ends. Et en retour, ils m'ont donné une identité. J'étais Adélie la généreuse. J'étais Adélie, le pilier. J'étais Adélie, celle qui a réussi. Et j'aimais ce rôle. J'en avais désespérément besoin. Ce rôle donnait un sens à mes longues heures au bureau. Il justifiait le stress de mon prêt immobilier. Je n'étais plus Adélie,
la divorcée solitaire de 32 ans. J'étais, Adélie, celle dont on a besoin. Et j'avais tellement besoin qu'on ait besoin de moi. C'est pour cela que j'ai choisi d'ignorer les signaux d'alarme. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Je me souviens, il y a environ 6 mois. Violette m'appelle. Pas un SMS. Un appel. C'était toujours mauvais signe. Elle était en larmes. Une histoire compliquée. Un client, influenceur, qui ne l'avait pas payé pour une campagne. Un investissement en crypto qui avait mystérieusement disparu. Le résultat, elle n'avait pas les 800 € pour payer son loyer. Adélie, je t'en supplie, je vais être à la rue. Le propriétaire va m'expulser, il l'a dit. J'ai soupiré. J'ai regardé mon propre budget, serré à cause de ce prêt immobilier que je n'aurais jamais dû avoir. Mais c'était ma petite sœur. Elle pleurait. D'accord, 6. Calme-toi. Je te fais un virement. Oh merci, Adélie, tu es la meilleure, tu me sauves la vie. Je te le jure, je te rembourserai dès que l'autre client paiera. Elle ne l'a jamais fait. Mais le pire, le signal d'alarme que j'ai piétiné de toutes mes forces, est arrivé 3 jours plus tard. Je faisais défiler Instagram sans réfléchir, et je suis tombée sur quoi? Une photo de Violette. Elle posait dans un café branché du centre-ville, un grand sourire aux lèvres. À son bras, un tout nouveau sac à main. Un sac de marque. Un sac qui, je le savais, coûtait bien plus que 800 €. La légende disait, petite gâterie pour moi-même, parce que je le vaux bien. J'ai vu rouge. Une rage froide m'a envahi. J'ai pris mon téléphone. Violette, c'est quoi ce sac? Sa réaction a été instantanée. Pas de honte. Pas d'excuse. De l'indignation. Quoi? Mon sac? Mais Adélie, tu es sérieuse? Je croyais que tu m'appelais pour prendre de mes nouvelles. Je t'ai donné 800 € pour ton loyer, et tu t'achètes un sac de luxe? Mais pas du tout, a-t-elle crié. C'est une contrefaçon. Je l'ai acheté 30 € sur un marché. Mon Dieu, tu ne me fais jamais confiance. J'essaie juste de me remonter le moral après avoir failli être expulsée, et tout ce que tu trouves à faire, c'est de m'accuser? Tu es tellement froide, tellement calculatrice. Tu ne sais pas ce que c'est de lutter. Elle s'est mise à pleurer. Des sanglots bruyants, déchirants. Et moi, je me suis sentie coupable. Coupable d'avoir réussi. Coupable d'avoir de l'argent. Coupable d'avoir douté de ma petite sœur en détresse. Je me suis excusée. J'ai choisi de la croire. J'ai choisi de croire à ce mensonge pathétique plutôt qu'à la vérité évidente. Parce qu'admettre la vérité, c'était admettre que ma sœur était une menteuse. C'était admettre que ma famille profitait de moi. Et si j'admettais ça, il ne me restait quoi? Le silence de mon appartement. J'ai donc choisi l'illusion. Une décision qui, je l'apprenais dans ce couloir, allait me coûter bien plus que 800 €. Retour au présent. Retour au couloir. La boîte de religieuse est toujours dans ma main, la condensation perle sur le carton. J'ai l'impression de peser 1000 kilos. La voix de mon père, Léonce, s'est élevée. Une voix habituellement si calme, si mesurée, celle de l'artisan horloger qui pèse chaque mot. Mais là, elle était pleine d'une suffisance que je ne lui connaissais pas. Le coût de la maison. Dit-il, et je l'imaginais, ajustant ses lunettes. C'était du génie de la part de Marthe. Absolument brillant. Juste quelques mots, quelques larmes bien placées au dîner, et hop. Adélie garde la ruine. Des rires. Et le meilleur, a-t-il continué, c'est que maintenant, nous avons un lieu de vacances gratuit, à notre disposition, quand on veut. Pendant qu'elle est coincée à Dijon à payer l'hypothèque pour son clapier. Son clapier, a répété quelqu'un en riant. Mon père. Mon père tranquille, mon père qui m'avait appris à lire, venait de traiter mon appartement de « clapier ». Puis ce fut au tour de Violette. Ma petite sœur. Oh, mais la maison, ce n'est rien, a-t-elle gloussé. Le meilleur, c'est les 800 €. Tous les mois, comme une horloge. Je n'ai même plus besoin de trouver de nouvelles excuses.
J'ai un gros client qui tarde à payer, Adélie. Et hop, le virement arrive le lendemain. Elle ne pose même plus de questions. Elle croit vraiment que je suis au bord du gouffre. Quelle poire! Mon estomac s'est noué. 800 €. Tous les mois. Depuis combien de temps? 1 an? 2? Une autre voix s'est élevée. Une voix de femme, que j'ai reconnue comme étant celle de ma tante Armelle, la sœur de ma mère. Oh, ça me rappelle mon canapé, a-t-elle lancé, fièrement. Vous vous souvenez, l'année dernière, quand j'ai eu ma rage de dents? J'ai appelé Adélie en larmes. Je lui ai dit qu'il me fallait des implants dentaires d'urgence. Que ça coûtait 2000 €. Que je souffrais le martyre. Et elle a payé, a demandé une voix d'homme, mon oncle Hervé. Sur le champ. Sans même demander un devis de dentiste. Regardez-le, a dit tante Armelle. Ce magnifique canapé d'angle en cuir, là, celui sur lequel vous êtes assis. C'est Adélie qui l'a payé. Mes dents vont très bien, merci. Pas mal, a dit oncle Hervé. Moi, c'était plus modeste. 1500 € l'été dernier. Pour des réparations de voitures urgentes. La pauvre voiture tombait en morceaux, soi-disant. Il a fait une pause, savourant son effet. Ces réparations sont actuellement en train de flotter sur le lac de Chalin. C'est un joli petit bateau de pêche. Ils ont tous éclaté de rire. 800 € par mois. 2000 € pour un canapé. 1500 € pour un bateau. Les chiffres dansaient devant mes yeux. Ma vision s'est brouillée. J'ai dû m'appuyer contre le mur froid du couloir pour ne pas tomber. Je n'étais pas leur fille. Je n'étais pas leur sœur. Je n'étais pas leur nièce. J'étais leur budget. J'étais leur fonds de secours. J'étais leur plan de retraite. J'ai serré la boîte de gâteaux si fort que mes ongles se sont enfoncés dans le carton. Je pensais avoir tout entendu. Je pensais que la douleur, l'humiliation, ne pouvaient pas être plus profondes. J'avais tort. Parce que la conversation a pris une nouvelle tournure. Ce n'était plus seulement le passé. C'était l'avenir. Mon avenir. Qu'il planifiait de me voler. Le coup de grâce n'était pas encore venu. La voix suivante était celle de Barthélemy, le petit ami de Violette. Un technicien en domotique que je n'avais rencontré que quelques fois. Il m'avait semblé normal. Poli. Presque timide. Franchement, dit-il, et sa voix était claire. Avoir quelqu'un comme Adélie dans la famille, c'est un vrai cadeau du ciel. Une chance. Un bref instant, une lueur d'espoir. Peut-être que lui. Un cadeau, non, a répondu ma mère, Marthe. Sa voix était tranchante comme un scalpel, méprisante. C'est un outil. C'est un ATM ambulant. C'est une marionnette stupide, et j'ai bien l'intention de tirer sur ses ficelles jusqu'à ce qu'elle casse. Marionnette stupide. Elle l'avait répété. Ce n'était pas un lapsus. C'était sa définition de moi. Un silence s'est installé, un silence approbateur. Puis elle a repris, sa voix soudain excitée, comme une femme d'affaires qui présente un nouveau projet. Et en parlant de ça, j'ai une grande nouvelle pour vous tous. J'ai entendu des curieux. Des chuchotements. Violette et Barthélemy, ils vont se fiancer. Des applaudissements ont éclaté. Des félicitations, des « oh, c'est merveilleux ». Mais, a coupé Marthe, reprenant instantanément le contrôle de l'assemblée. Un mariage, ça coûte cher. Très cher. Et ma fille, ma Violette, mérite ce qu'il y a de mieux. Elle n'aura pas un mariage au rabais. Oh, maman ? A commencé Violette, d'une fausse voix modeste. Non, tais-toi. J'ai un plan, a dit Marthe. Un plan parfait. Le mariage aura lieu ici. Dans cette maison. Chez Adélie, a demandé tante Armelle, comme si c'était évident. Évidemment. C'est sa maison de campagne. C'est la moindre des choses qu'elle puisse faire pour sa seule et unique sœur, a dit Marthe. Et bien sûr, elle va payer. Pas tout, non. Mais une bonne partie. Combien tu penses pouvoir lui soutirer, a demandé oncle Hervé, d'un ton purement transactionnel, comme on demande le prix du beurre.
Je vise 15 000 €, a répondu ma mère, froidement. Pour le traiteur, la robe de créateur, les fleurs. 15 000 €, c'est une somme ronde. Nous lui dirons que c'est une contribution de la sœur aînée. Nous lui rappellerons qu'elle a un bon travail, qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle a de l'argent de côté. Nous la ferons sentir coupable, égoïste, si elle refuse. 15 000 €. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas mon cœur. C'était l'illusion. Le voile que j'avais moi-même tissé s'est déchiré. J'ai entendu des vers qui trinquent. À quoi boit-on? C'est tante Armelle qui a parlé, aux parents stupides qui ont de l'argent. Et à la marionnette en chef, a ajouté ma mère, Marthe. Les rires ont redoublé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai ressenti un calme étrange, froid, une clarté terrifiante. La Adélie qui avait conduit jusqu'ici, la Adélie qui avait acheté des religieuses, la Adélie qui avait peur de la solitude et qui achetait l'affection de sa famille, elle est morte dans ce couloir. Elle est morte, et une autre personne a pris sa place. Une personne froide. Une personne en colère. Une personne qui, ironiquement, leur ressemblait. Lentement, sans un bruit, j'ai reculé. Pas à pas. J'ai tourné la poignée de la porte d'entrée. Je suis sortie. J'ai marché jusqu'à ma voiture. J'ai posé la boîte de religieuse sur le siège passager. Le glaçage au chocolat commençait à fondre sous le soleil de l'après-midi. J'ai démarré le moteur. J'ai conduit l'heure et quart qui me séparait de Dijon dans un silence absolu. Pas de musique. Pas de larmes. Quand je suis arrivé à mon clapier, j'ai jeté les pâtisseries fondues dans le vide-ordures. Je me suis assise sur mon canapé, dans le noir. L'ancienne Adélie était morte. Adélie, la responsable de conformité, venait de commencer à analyser la situation. Et elle allait élaborer un plan. Il ne le savait pas encore, mais la marionnette venait de couper ses propres fils. J'ai passé les 2 semaines suivantes dans un état second. De l'extérieur, j'étais la même Adélie. J'allais au travail. Je souriais poliment à mes collègues. J'analysais mes dossiers de conformité avec une précision chirurgicale. Je rentrais chez moi. Mais à l'intérieur, j'étais une machine. Une machine qui planifiait. J'ai continué ma routine. C'était crucial. Le dimanche suivant la révélation, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai appelé ma mère. Ma main tremblait légèrement en composant le numéro. Allô, maman? C'est Adélie. Oh, Adélie. Ma chérie. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Je vais bien, maman. Beaucoup de travail. Et toi? Oh, tu sais, la routine. Nous avons passé un super week-end à la maison. Avec Violette, Barthélemy, Armelle et Hervé. Dommage que tu n'aies pas été là. Tu travailles trop, ma chérie. Tu devrais te détendre, venir un peu à la campagne. La rage m'a noué la gorge, si forte que j'ai cru que j'allais vomir. Je l'ai avalée. Tu as raison, maman. Je vais essayer de trouver un moment. Pendant ces 2 semaines, j'ai fait mes propres audits. Je suis allée sur mes comptes bancaires. J'ai regardé l'historique de mes virements. 800 €. 800 €. 800 €. C'était bien là, tous les mois depuis presque 2 ans. 2 000 € pour tante Armelle. 1 500 € pour oncle Hervé. Sans parler des petits coups de main, 100 € par-ci, 200 € par-là. J'ai tout additionné. La somme m'a donné le vertige. J'avais financé leur vie confortable, leur canapé, leur bateau de pêche, pendant que je me serrais la ceinture à cause du prêt immobilier qu'ils m'avaient forcé à prendre. Puis, le mardi soir, comme une horloge, le téléphone a sonné. C'était elle. Sa voix était pétillante, débordante d'une joie surjouée qui me donnait la nausée. Adélie. Ma chérie. Assieds-toi. J'ai une nouvelle incroyable. Je me suis préparée. Le spectacle commençait. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Violette et Barthélemy, ils sont fiancés. Il a fait sa demande hier soir. N'est-ce pas merveilleux?
Ma petite fille va se marier. Oh. Maman, c'est fantastique, ai-je joué, injectant juste ce qu'il fallait de surprise et d'émotion dans ma voix. Je suis si heureuse pour eux. Je suis sur un petit nuage. Et, écoute, nous avons pensé, il faut fêter ça. Nous voulons organiser une grande fête de fiançailles pour eux. Un truc mémorable. Et quoi de mieux que ta magnifique maison de campagne? C'est tellement parfait pour une fête. Bien sûr, maman. C'est une idée géniale. La maison est là pour ça. Il y eut une pause. J'attendais. La voilà, la vraie raison de l'appel. Adélie, il y a juste un tout petit problème, dit-elle, sa voix passant de l'excitation à une inquiétude feinte. Tu sais, ton père et moi, nous voulions vraiment marquer le coup. Un traiteur de qualité, des décorations magnifiques, mais avec nos petites retraites. Bref, nous sommes un peu à court ce mois-ci. Oh, non. Ça tombe mal. Tu n'imagines pas à quel point. Et je me demandais, j'ai fait un petit calcul, pour que tout soit parfait, il nous faudrait environ 5 000 €. 5 000 €. Le premier versement. Le test. Maman, ai-je dit, en prenant ma voix la plus désolée et la plus stressée. 5 000 €? C'est une somme énorme. J'adorerais aider, tu le sais. Mais c'est une catastrophe. J'ai eu un audit surprise au travail, et j'ai dû payer des frais de réparation imprévus sur mon appartement. La chaudière. Je suis complètement à sec jusqu'à ma prochaine paie. J'ai entendu sa déception à travers le téléphone. Un petit « oh ». Étouffé, plein d'agacement. Elle s'est reprise en une seconde. Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je ne voulais pas te mettre la pression. C'est juste que... Elle a laissé la phrase en suspens. J'attendais. Et si, a-t-elle repris, comme si l'idée venait de lui traverser l'esprit. Ton père, moi et Violette, on avançait les frais? On pourrait tout payer maintenant, avec nos cartes. Et, tu pourrais nous rembourser plus tard? Disons, le mois prochain, quand tu auras ta paie? Ils avaient mordu. Oh, maman, tu es sûre? Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Mais non, c'est normal. C'est pour ta sœur. On est une famille. Alors, c'est d'accord? On réserve le traiteur? Oui, ai-je dit, doucement. Oui, maman. C'est une super idée. Vous êtes les meilleurs. Réservez ce qu'il y a de mieux. Violette le mérite. Oh, Adélie, tu es un ange. Je t'aime. Moi aussi, maman, ai-je menti. J'ai raccroché. Le piège était tendu. Ils y avaient sauté à pieds joints. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre qu'il se referme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Les 2 semaines suivantes ont été surréalistes. J'étais devenue la spectatrice de ma propre exécution financière, sauf que cette fois, je connaissais le plan. J'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai eu droit à des mises à jour quotidiennes. Ma mère m'appelait, sa voix excitée, pour me parler du choix des fleurs. Des pivoines, Adélie, tu imagines? En cette saison. C'est hors de prix, mais c'est tellement chic. J'ai dit au fleuriste de ne pas lésiner. C'est merveilleux, maman. Tu as raison, il faut ce qu'il y a de mieux. Violette m'envoyait des photos des invitations qu'elle avait créées. C'était du papier cartonné épais, avec des dorures. J'ai trouvé un imprimeur incroyable, tu ne trouves pas ça sublime? Ça coûte une fortune, mais bon, on n'a qu'une fête de fiançailles. C'est superbe, 6. Vraiment. Il dépensait les 5 000 €. Il les dépensait avec enthousiasme, avec arrogance, persuadé que la marionnette stupide allait tout rembourser sans sourciller. Il ne se cachait même pas. Il se vantait. La fête était prévue pour un samedi. Le vendredi soir, je suis partie du travail à 17 h précises. J'ai conduit jusqu'à Besançon. Je suis arrivée à la maison de campagne vers 18 h 15. Comme je m'y attendais, il n'y avait personne.
Ils étaient sûrement en ville, en train de finaliser les détails ou de se faire une beauté pour le lendemain. Je suis entrée avec ma vieille clé. Elle était spectaculaire. Ils avaient fait un travail incroyable. Je devais leur reconnaître ça. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues aux poutres du salon. Des tables hautes avec des nappes blanches impeccables étaient déjà installées sur la terrasse. À l'intérieur, le salon était rempli de bouquets de pivoine et de roses blanches, qui embaumaient l'air. Une immense bannière en tissu, pas en papier, disait « Félicitations Violette et Barthélemy ». Ils n'avaient pas lésiné. Ils avaient vraiment dépensé ces 5 000 €. Et probablement plus. J'ai fait le tour, seul, dans la maison silencieuse. J'ai touché la soie d'un ruban. J'ai respiré l'odeur des pivoines. Si belle. Si chère. Payée avec l'arrogance de ceux qui croient que les autres sont nés pour les servir. À 19 heures précises, on a frappé à la porte. C'était le serrurier que j'avais appelé de mon bureau 2 jours plus tôt. Un homme trapu, avec une grosse boîte à outils. « Bonsoir, madame. C'est pour le changement de toutes les serrures ?» « Exactement, ai-je répondu. Porte d'entrée, porte arrière, et la porte du garage. Le tout en haute sécurité. Pendant qu'il travaillait, commençant par la porte d'entrée, je me suis mise au travail aussi. Je n'ai rien cassé. Je n'ai rien vandalisé. Je suis une personne ordonnée. Je suis une responsable de conformité. J'ai commencé par les fleurs. J'ai méthodiquement sorti chaque bouquet de chaque vase. J'ai enroulé les tiges dans du papier absorbant humide que j'avais apporté, et je les ai soigneusement placées dans des boîtes en carton. J'ai décroché la magnifique bannière en tissu. Je l'ai pliée méticuleusement, en suivant les plis. J'ai détaché chaque ballon nacré, un par un, sans les éclater, et je les ai mis dans un grand sac. Je suis sortie sur la terrasse et j'ai plié chaque nappe blanche. J'ai rassemblé toutes les décorations, toutes les lumières, tout ce qui avait été apporté pour la fête. J'ai tout emballé dans 10 grands sacs poubelles noirs. Non pas pour les jeter. Juste pour les contenir. Quand le serrurier a eu fini, 1 heure plus tard, il m'a tendu un nouveau jeu de clés. Voilà, madame. Tout est changé. C'est du solide. Merci, ai-je dit en lui tendant sa facture, que j'avais déjà réglée en ligne. J'ai pris les 10 sacs poubelles noirs, un par un, et je les ai traînés au coin de la maison, à l'abri des regards, près du vieux bûcher. J'ai fait un dernier tour dans la maison. Elle était vide. Silencieuse. Propre. J'ai fermé la nouvelle serrure à double tour. Le clic a résonné dans la nuit. J'ai conduit jusqu'à Dijon. Je suis rentrée dans mon clapier. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve, et en paix. Le soleil allait bientôt se lever sur le jour de leur fête. Et ce serait un jour mémorable. Mais pas pour les raisons qu'ils imaginaient. Je me suis réveillée le samedi matin en me sentant légère. C'était un sentiment nouveau. Une absence totale de poids sur ma poitrine. J'ai pris mon temps. J'ai préparé du café frais. J'ai ouvert les fenêtres de mon appartement. J'ai lu les nouvelles en ligne. Vers 10 heures, j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un SMS à ma mère. Maman, je suis tellement désolée. Je me suis réveillée avec une fièvre terrible et des maux de gorge. Je pense que j'ai attrapé la grippe, je me sens très mal. Je ne veux vraiment pas contaminer tout le monde, surtout les personnes âgées. Je ne vais pas pouvoir venir à la fête. Je suis dégoûtée. J'ai posé mon téléphone. J'ai attendu. 1 heure. Il a fallu 1 heure entière pour que la réponse arrive. J'imaginais la frénésie des préparatifs, l'excitation. Mon absence n'était qu'un détail logistique. La réponse est tombée. Un seul mot. Ok. Pas de « Oh ma chérie, j'espère que tu vas bien ». Pas de « As-tu besoin que je t'apporte quelque chose ?» Pas même un « Quel dommage ». Juste « Ok ». J'ai souri. Un vrai sourire, cette fois. Elle n'était même pas déçue. Elle était probablement soulagée. L'ATM n'avait pas besoin d'être là physiquement, du moment que le virement était prévu pour le mois suivant. Mon absence signifiait juste plus de champagne pour les autres.
J'ai commandé une grande pizza 4 fromages pour le déjeuner. J'ai mis un film que j'avais envie de voir depuis longtemps. 14 heures, l'heure prévue du début de la fête. Mon téléphone est resté silencieux. 14h15, toujours rien. Il devait être en train d'arriver, se garant le long du chemin. 14h30, mon téléphone a explosé. Ce n'était pas une vibration. C'était une convulsion. D'abord, un appel de ma mère. Je l'ai regardé sonner. La sonnerie s'est arrêtée. Messagerie vocale. Immédiatement, un appel de mon père, Léonce. Ignoré. Immédiatement, un appel de Violette. Ignoré. Puis les SMS ont commencé à pleuvoir. Une avalanche. De maman, Adélie, on est devant la maison. La clé ne marche pas, appelle-moi d'urgence. De papa, il y a un problème avec la serrure. Tu as une autre clé? La poignée ne tourne pas. De Violette, Adélie, c'est pas drôle. Ouvre la porte. Les invités commencent à arriver. Il y a les parents de Barthélemy. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appel manqué. Messages vocaux. De maman, Adélie, je ne plaisante pas. Le traiteur est là avec toute la nourriture. Les parents de Barthélemy sont arrivés, ils attendent dans leur voiture. On a l'air de quoi, là, sur le perron? C'est l'humiliation totale. De Violette, je te déteste. Tu gâches tout. Tu es jalouse. Réponds à ce téléphone. De tante Armelle, Adélie, chérie? On est là, mais la porte est fermée? Je me suis servi une autre tasse de café. J'ai pris une deuxième part de pizza. Elle était délicieuse. J'ai laissé la panique monter. Je les imaginais. Tous sur le perron. Ma mère, furieuse, son beau maquillage commençant à couler. Mon père, passant d'une jambe sur l'autre, mal à l'aise, voulant disparaître. Violette, en larmes de rage, sa robe de fiançailles parfaite maintenant froissée. Et les invités. Les parents de Barthélemy, sûrement très BCBG, jugeant la scène depuis leur voiture. Les amis. Le traiteur avec ses plats qui refroidissaient. J'ai laissé sonner pendant 30 minutes. 30 minutes de pure, douce agonie pour eux. Chaque vibration de mon téléphone était une petite note de musique dans la symphonie de ma vengeance. Après 30 minutes de ce doux supplice, quand j'ai estimé que le gâteau de leur panique était suffisamment monté, j'ai décidé qu'il était temps de décrocher. Ma mère a appelé une énième fois, la 15e peut-être. J'ai appuyé sur le bouton vert. J'ai pris ma voix la plus endormie, la plus malade. Allô, ai-je croassé? Adélie. Dieu merci. La voix de ma mère n'était pas un cri de soulagement. C'était un hurlement strident, un mélange de panique, de fureur et d'embarras public. Enfin. Nous sommes tous là. Dehors. Devant la porte. Ta fichue clé ne marche pas. Elle ne rentre même pas dans la serrure. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai toussé pitoyablement dans le téléphone. Maman, calme-toi, je ne comprends pas. Tu dois te tromper de clé. Je ne m'y trompe pas, DECL accent aigu, a-t-elle hurlé. Les parents de Barthélemy sont là, le traiteur veut être payé et repartir, c'est l'humiliation totale. Fais quelque chose. J'ai gardé ma voix calme, basse, un peu rauque pour simuler la maladie. Oh, c'est bizarre, ai-je dit, marquant une longue pause. Parce que, les serrures marchent très bien. Quoi? Mais alors? Enfin, ai-je précisé, les nouvelles serrures. Un silence. Un silence de mort. Un silence si profond que j'aurais pu entendre une pivoine tomber. Je pouvais presque entendre les rouages tourner à toute vitesse dans sa tête, la réalisation de l'horreur. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était maintenant un murmure glacial, la fureur ayant laissé place à une peur soudaine. J'ai fait changer les serrures, maman, ai-je dit, ma voix soudainement claire, débarrassée de toute fausse maladie. Hier soir. Mais, pourquoi? Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Tu es folle? Folle? Non. J'étais folle. J'étais aveugle. J'étais stupide. Mais plus maintenant. J'ai fait une pause. J'ai tout entendu,
maman. Entendu quoi? De quoi parles-tu, Adélie? Tu délires, tu as de la fièvre. Oh, arrête, ai-je dit, et le mépris dans ma propre voix m'a surprise. Arrête de me prendre pour une idiote. J'étais dans le couloir, maman. Il y a 3 semaines. J'étais venue vous faire une surprise. J'avais des religieuses. Vos préférées. Un autre silence. Celui-ci était différent. Ce n'était plus de la confusion. C'était de la pure peur. J'ai entendu, ai-je continué, ma voix dure comme l'acier. J'ai entendu marionnette stupide. J'ai entendu ATM ambulant, point. Adélie, non, tu as mal compris, c'était une blague, on plaisantait. J'ai entendu pour les 800 € par mois de Violette, ai-je poursuivi, implacable, comme un auditeur présentant son rapport. J'ai entendu pour les 2000 € de tante Armelle pour son canapé dentaire. J'ai entendu pour les 1500 € d'oncle Hervé pour son bateau de réparation. Et maman, j'ai entendu pour le plan. Le plan à 15 000 € pour le mariage. Le silence était total. J'entendais juste sa respiration, rapide et haletante, comme un animal pris au piège. Alors, non, maman. Vous n'entrerez pas. La fête est annulée. Tu ne peux pas faire ça. C'était Violette. Elle avait dû arracher le téléphone des mains de ma mère. C'est mon grand jour. C'est ma fête de fiançailles. Tu as tout gâché. Espèce de jalouse. Tu es juste jalouse parce que tu es seule. Mon grand jour? J'ai presque ri. Ton grand jour que tu t'attendais à ce que je finance pendant que tu me traitais de poire dans mon dos? Intéressant. Tu vas nous ouvrir cette porte. Non. Oh, et Violette, ai-je ajouté, comme si je venais d'y penser. Tes précieuses décorations? Les pivoines, les nappes, la bannière, elles sont dans 10 grands sacs poubelles noirs, au coin de la maison, près du vieux bûcher. Tu peux les récupérer avant de partir. Tu as jeté mes décorations? Sa voix s'est brisée en un sanglot de rage et de frustration. Non. Je les ai emballées. Je ne suis pas un monstre comme vous. Maintenant, prenez vos affaires, vos invités, et votre traiteur, et partez de ma propriété. Le système de sécurité est activé. J'ai des caméras partout. Si quelqu'un tente de forcer l'entrée, ou de dégrader quoi que ce soit, la police sera appelée pour violation de propriété. J'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone. Pas seulement la sonnerie. Éteint. Le silence dans mon appartement était assourdissant. J'ai regardé ma part de pizza à moitié mangée. Je n'avais plus faim. Je savais, ce n'était pas fini. Ils allaient venir. La bête blessée est toujours la plus dangereuse. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le lendemain matin, dimanche, 10 h. Des coups violents ont fait trembler la porte de mon appartement à Dijon. Ce n'était pas quelqu'un qui frappe. C'était quelqu'un qui tente d'enfoncer la porte. J'ai regardé par le Judas. Ils étaient là. Ma mère, Marthe. Son visage, habituellement si contrôlé, était déformé par une rage pure. Ses cheveux étaient en désordre. Mon père, Léonce, pâle comme un linge, se tenant en retrait, l'air misérable. Et Violette, les yeux rouges et gonflés de larmes de colère. Et, à ma grande surprise, une 4e personne. Une femme que je n'avais vue qu'en photo. Geneviève, la mère de Barthélemy. Grande, mince, vêtue d'un tailleur pantalon beige impeccable, un collier de perles au cou. Elle se tenait droite, regardant ma porte avec un dégoût absolu. J'ai pris une grande inspiration. J'ai déverrouillé. J'ai ouvert la porte. Ils n'ont pas attendu une invitation. Ils ont déferlé dans mon entrée comme une vague toxique. Tu nous dois 5 000 €. C'est la première chose que Violette a hurlé, son doigt pointé vers moi. On a dû payer le traiteur de notre poche. Il menaçait d'appeler la police. Comment as-tu osé, a enchaîné ma mère, sa voix basse et sifflante. Nous humilier. Devant tout le monde. Devant Geneviève. Geneviève, la mère du fiancé, s'est avancée. Elle m'a regardé de haut, comme si j'étais un insecte. Mademoiselle Adélie, a-t-elle dit, sa voix posée mais tranchante comme le verre.
Je ne sais pas comment les choses se passent dans votre branche de la famille, mais dans la nôtre, ce genre de spectacle est un manque de classe inacceptable. Vous avez non seulement ruiné les fiançailles, mais vous avez aussi mis nos familles dans une position financière très délicate. Un manque de classe. J'ai ri. J'ai ri si fort que ça les a tous fait taire. Un rire qui venait du plus profond de moi, un rire de pure, d'hystérique libération. Il m'avait tout pris, mais il venait de me donner la seule chose dont j'avais besoin, la justification finale. Un manque de classe, ai-je répété, en reprenant mon souffle, en regardant Geneviève droit dans les yeux. Vous avez tout à fait raison, madame. La classe, c'est quelque chose que j'apprends. Et j'ai eu les meilleurs professeurs. Je me suis tournée vers ma mère. La classe, par exemple, ce n'est pas de traiter sa fille aînée d'ATM ambulant et de marionnette stupide. Je me suis tournée vers Violette. La classe, ce n'est pas de soutirer 800 € par mois à sa sœur en prétendant être à la rue, pour ensuite s'acheter des sacs de luxe sur Instagram. Je me suis tournée vers mon père. Et la classe, papa, ce n'est pas de regarder sa femme et sa fille dépouiller l'autre en silence, juste pour pouvoir profiter d'une maison de vacances gratuite. Mon père a baissé les yeux, devenant encore plus pâle. Enfin, je me suis retournée vers Geneviève. Et la classe, madame, ce n'est certainement pas de s'associer à un plan pour escroquer 15 000 € à un futur membre de sa famille pour payer un mariage. Parce que c'est de cela qu'ils discutaient tous quand je les ai entendus. Votre fils Barthélemy y compris, qui trouvait que j'étais un « cadeau du ciel ». Le visage de Geneviève a vacillé. Juste une seconde. Son masque de perfection s'est fissuré. Elle a regardé ma mère, puis Violette. L'incertitude, puis la compréhension, puis le dégoût. Quant aux 5 000 €, ai-je continué, ma voix redevenant calme et professionnelle, comme si je clôturais un compte. Considérez-les comme les frais de scolarité pour votre leçon. C'est le prix à payer pour avoir sous-estimé la marionnette stupide. Vous avez parié que j'étais assez idiote pour payer. Vous avez perdu. Adélie, a crié ma mère, voyant qu'elle perdait le contrôle. Tu es notre fille. Tu ne peux pas nous faire ça. Non, ai-je dit. Je suis votre banquière. Et la banque est fermée. Définitivement. Tu ne peux pas nous parler comme ça, a finalement dit mon père, Léonce, sa voix faible, essayant de sauver les meubles. Ne parle pas à ta mère comme ça. Je ne parle pas à mère, ai-je dit, en ouvrant grand la porte de mon appartement. Je vous parle à tous. Maintenant, sortez de chez moi. Violette a essayé de protester. Mais l'argent. Tu nous le dois. Dehors. Ils sont partis. Un par un. Ma mère m'a lancé un regard plein de haine, une haine que je n'avais jamais vue. Violette pleurait de rage. Léonce ne me regardait même pas. Geneviève est partie la dernière. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé, puis a regardé Marthe avec une expression indéchiffrable. Elle est partie. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé. Le silence qui a suivi était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Ce n'était pas un silence de solitude. C'était un silence de paix. Cela fait 6 mois. 6 mois de silence. Les premières semaines ont été les plus étranges. J'ai vécu sur les nerfs, m'attendant à une autre confrontation. J'attendais. Des appels haineux. Des messages de colère. Des lettres d'avocat. Rien. Le silence total. C'est comme si, en fermant le robinet financier, j'avais simultanément appuyé sur l'interrupteur de mon existence. En cessant d'être leur ATM ambulant, j'avais cessé d'exister pour eux. Je n'ai jamais vendu la maison de campagne. Ce serait stupide. C'était une bonne décision financière, après tout. Mon erreur n'était pas de l'avoir, c'était de leur en avoir donné les clés. J'ai utilisé une partie de mes économies, maintenant en pleine croissance, bizarrement, pour faire les travaux que j'avais toujours repoussés. J'ai rénové la cuisine, j'ai changé cette fichue chaudière, et j'ai refait la salle de bain. Elle est maintenant inscrite sur Airbnb et Gîtes de France comme « Le refuge d'Adélie, charme et tranquillité en Franche-Comté ». Elle est louée tous les week-ends. Le revenu de la location paie non seulement son propre entretien, mais il couvre aussi la quasi-totalité de mon prêt immobilier à Dijon. Ironiquement,
ma famille m'a aidé à atteindre l'indépendance financière, mais pas de la manière dont ils l'avaient prévu. Et eux? J'ai vu sur Facebook, pas sur le mien, celui d'une collègue. Violette m'a bloqué, évidemment, qu'elle et Barthélemy s'étaient mariés. Le mois dernier. Les photos montraient une cérémonie civile, simple, à la mairie de Besançon. Pas de pivoine. Pas de traiteur de luxe. Pas de robe de créateur. Violette portait une robe simple, achetée en magasin. Ma mère, sur la photo, souriait, mais ses yeux étaient durs. Mon père se tenait à côté d'elle. Geneviève, la mère de Barthélemy, n'était sur aucune des photos. Je suppose que le manque de classe était trop important. Je n'étais pas invitée. Évidemment. Je n'ai pas envoyé de cadeau. Mon père a essayé d'appeler une fois, il y a 2 semaines. D'un numéro masqué. J'ai décroché, par réflexe. J'ai dit « Allô ?» Il y a eu un long silence. J'ai reconnu sa respiration, un peu sifflante. Il n'a rien dit. J'ai attendu. Papa, ai-je demandé. Il a raccroché. Moi, je vais bien. Mieux que bien. Mon compte en banque est sain. Ma santé financière est excellente. Mon niveau de stress est au plus bas. Ma santé mentale s'améliore. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Un collègue d'un autre département de la banque. Il est gentil, il pose des questions, et il ne m'a jamais rien demandé, sauf si je préférais le vin rouge ou le vin blanc avec le bœuf bourguignon. Il s'avère que je ne suis pas aussi stupide qu'il le pensait. J'ai juste arrêté d'être leur imbécile. La leçon la plus chère n'est pas toujours payée en euros. Parfois, elle est payée en confiance. Et reconstruire cette confiance en moi, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle était longue, mais j'avais besoin de tout dire. Si elle vous a touché, si elle vous a parlé, partagez-la. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà réalisé que vous faisiez confiance aux mauvaises personnes? Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour protéger votre paix et votre portefeuille? Comment avez-vous retrouvé votre force? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé la leçon finale, et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de renverser la situation et de trouver sa force dans les moments les plus sombres. Merci d'avoir été là avec moi.